Bien, bonjour à tous. Merci d'être venus assister à cette présentation. Il s'agit d'un retour d'expérience sur un vrai projet d'assez grande envergure, basé sur des microservices avec du DDD. Et on va surtout se focaliser sur comment on s'y est pris pour bootstrapper le projet en question. Alors, qui sommes-nous? En ce qui me concerne, moi je suis Laurent Guérin, donc architecte senior Capgemini. J'appartiens à une unité qui s'appelle OneCraft, qui est spécialisée entre autres dans l'ingénierie logicielle. Et à titre personnel, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui tourne autour de l'ingénierie des modèles, ce qui m'a amené à créer Telosys, donc le générateur de code open source, qui va être utilisé, enfin qui a été utilisé sur le projet, et qui va être utilisé dans les démos qu'on va tenter de réaliser en live. Bonjour à tous, moi je suis Aurélien Brizard, je suis également architecte chez Capgemini. Je suis également expert DevOps. Voilà, je développe encore en Java et j'ai participé à plusieurs projets sur le pattern Domain Driven Design, sur laquelle notre présentation va beaucoup s'appuyer. Alors un peu de contexte sur le projet dont vous a parlé Laurent, qui nous a permis de construire cette présentation. Donc c'est un projet pour un grand client du secteur public, organisé en mode itératif. Il y a à peu près 300 personnes dessus, dont environ 130 développeurs, donc c'est vraiment un gros projet, avec un historique, un legacy d'environ 17 années, et une centaine de modules en Java au sein d'une architecture 3 tiers monolithique. Donc voilà pour le legacy. Et nous, Laurent et moi, on intervient sur la partie modernisation de ce legacy, qui a commencé en 2021 et qui s'appuie notamment sur une partie d'analyse d'images satellites avec de l'IA. Donc c'est pas la partie sur laquelle on intervient avec Laurent, nous on est plutôt sur la partie orchestration de services Kubernetes. Donc aujourd'hui, on a environ une vingtaine de microservices sur 40 candidats dans la centaine de modules du legacy. Et donc on a opté pour une architecture 3 tiers microservices. Voilà, donc si je zoome un petit peu sur la partie sur laquelle on intervient, donc on est sur un cloud avec une orchestration de conteneurs au sein de Kubernetes, avec un ensemble de microservices qu'on a déployés donc, sur cet orchestrateur de conteneurs, qui est lui-même géré par un service mesh qui est Istio. Donc nos microservices sont en Spring Boot Java pour la majorité. On a également du Spring Batch, une grosse base de données Postgres, SQL, et un front en Vue.js, et des applis mobiles Android et iOS générés à partir du code de Xamarin. Voilà, alors ensuite, nos microservices dits standards, on ne s'est pas fermé la porte à avoir des microservices autres que Java, mais notre présentation porte sur les microservices Java. Ils ressemblent à ça, la structure générale ressemble à ça. Donc c'est sur le pattern Domain Driven Design. Vous pouvez reconnaître les 3 couches classiques du DDD, dans la couche application, qui chez nous porte 2 responsabilités, l'exposition de ressources ou le déclenchement sur événement, en fonction de ce qu'on veut faire dans le microservice, et également l'orchestration d'appels aux couches sous-jacentes, domaine ou infrastructure. Voilà pour cette couche-là. Pour la couche, on a une couche domaine classique qui contient tout le code métier et le modèle de domaine de notre client pour le microservice en question. Et une couche infrastructure qui va contenir des accès à différentes données, que ce soit de la base de données relationnelle, de la consommation ou de l'émission de messages type événementiel AMQP, ou de l'appel classique HTTP. Voilà, et sur la droite, vous voyez une couche un peu transverse qui s'appelle API, qu'on génère à partir d'un contrat de service au format YAML OpenAPI. Voilà. Et on a choisi, en grosse maille pour le découpage, qu'un domaine métier soit implémenté au sein d'un microservice. Alors, ensuite, sur les choix techniques qu'on a fait au niveau des couches, on s'appuie largement sur la suite Spring Boot et sur des choses classiques comme du Swagger UI pour l'exposition de nos services à droite. Mais ce qui est intéressant dans ce slide qu'on a voulu mettre en avant,
c'est qu'on n'a pas utilisé Spring MVC, mais on a voulu utiliser une implémentation JAX-RS plus standard que Spring MVC en tout cas. Et on a utilisé l'implémentation de référence qui est Jersey. Voilà, et côté base, donc on n'a pas choisi un ORM classique type Hibernate. On est parti sur du MyBatis. On va revenir dessus après pour expliquer ce choix. Voilà, pour ce qui est du management de l'état de notre base, on a du Liquibase. Voilà, pour les mappeurs, on a du Mapstruct, qui est un générateur d'implémentation de mapping. Alors ensuite, dans le chapitre, on va parler de quelles sont les problématiques qu'on a rencontrées, les solutions qu'on a mis en place autour de la création de chacun des nouveaux microservices. On a vu qu'on en a une vingtaine, mais 40 candidates au final. Donc c'est quelque chose qu'on va répéter souvent, la création de microservices. Donc je vous ai présenté juste avant la structure globale des microservices. Là, je vous présente la structure Maven qui est derrière. Donc en horizontal, vous voyez les différentes couches. Sur la partie gauche, c'est notre projet microservice qui implémente un domaine particulier et qui s'appuie sur un framework léger qu'on a développé en interne qui est Maison, qui a l'avantage de contenir un certain nombre de fonctionnalités techniques, type la configuration de Jersey, type la configuration Spring Security, des choses comme ça. Donc des choses qui sont très agnostiques du métier. Et donc nos microservices héritent de ce framework. Voilà, il ramène aussi un certain nombre de librairies communes au sein des dépendances Maven qui sont dedans, qu'on a choisies, donc celles que je vous ai présentées tout à l'heure. Et la configuration des plugins qui nous servent à la compilation et au packaging. Voilà, donc ça nous a permis de standardiser nos microservices au global, et le framework en lui-même du coup s'appuie sur Spring Boot qui nous ramène un certain nombre de dépendances automatiquement. Bon, tout ça, ça fait beaucoup de modules Maven à gérer, sur plusieurs couches, à plusieurs niveaux au niveau framework, au niveau microservice. Donc assez vite au début du projet, on s'est dit que on allait devoir répéter ça plusieurs fois et qu'on avait quand même beaucoup de composants, de modules à manipuler. Et on s'est dit, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée d'automatiser tout ça. Donc, le copier-coller, c'est bien, mais c'est source d'erreur. Et heureusement, on avait Laurent pour nous aiguiller sur la partie bootstrapping, qu'il va maintenant vous présenter. Oui, donc effectivement, on avait de la masse, des tas de choses répétitives à gérer. Et donc deux alternatives, soit repartir from scratch de à peu près rien, de faire du copier-coller, avec tout le boilerplate et toutes les tâches répétitives et fastidieuses, ou alors se dire on va passer par de la génération de code pour bootstrapper. Alors le problème, c'est que quand on parle de génération de code, très vite, il y a des tas d'objections qui se lèvent, on a déjà essayé, c'est lourd, c'est compliqué, ça ne marche pas bien, et puis surtout, on n'obtient pas exactement ce qu'on veut. C'est-à-dire que la plupart des générateurs se comportent comme une boîte noire, ce qu'on voit là, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec leurs contraintes, leurs templates, et puis le code n'est pas exactement celui qu'on aurait voulu obtenir. Parfois, ils arrivent avec un bout de framework, et puis le générateur dit moi, pour que ça fonctionne, je génère du code, mais j'ai besoin de tel framework, et je tire des dépendances, etc. Et ça, c'est exactement ce qu'on ne voulait pas, puisque nous, on avait tout défini au niveau du projet, et on voulait obtenir exactement ce qui correspondait à nos choix. Donc ça, c'est le contrat de départ en fait de Telosys qui a été pensé pour ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire on veut générer exactement ce qu'on attend précisément et tenir compte des contraintes de chaque projet. Donc pour faire ça, il n'y a pas 36 possibilités, il faut pouvoir tout customiser. C'est-à-dire qu'il va falloir permettre évidemment de travailler sur le modèle qui va définir les entités, ça va de soi, la plupart des générateurs partent de là. Il va falloir aussi proposer une configuration projet. La configuration projet, c'est vraiment ce qui est propre au projet, on le verra tout à l'heure, c'est du genre comment est-ce qu'on va nommer tous les identifiants des modules Maven, comment est-ce qu'on va déterminer la route pass API quand on fait du REST, ce genre de choses. Et puis, bien évidemment, travailler sur les templates. Donc les templates, c'est les gabarits qui vont servir à produire le code.
Donc, si je veux des commentaires en français, je vais mettre des templates avec des commentaires en français. Si je veux embarquer certaines librairies, je vais les mettre aussi là-dedans, etc. Donc, l'idée, c'est de se dire, avec ces 3 axes en fait, de flexibilité et de customisation, on doit pouvoir obtenir exactement ce qu'on souhaite. Alors, comment ça fonctionne? Très rapidement, là, ce que vous avez sous les yeux, c'est un template Telo6. Donc, pour faire du templating, il faut un moteur de templating. Donc, le générateur est écrit en Java. Donc, en Java, il y en a 2 ou 3 qui sont assez classiques, dont Velocity, qui a l'avantage d'être un projet connu, hébergé par la fondation Apache. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que si on dit aux développeurs, tu peux agir sur des templates, mais le langage de templating, c'est quelque chose de complètement particulier dans un coin que personne ne connaît, ça ne va pas être facile. Là, avec du Velocity, c'est documenté, c'est connu. Et donc, c'est très très simple. Vous avez un genre de corps de texte dans lequel on va pouvoir insérer, là où il y a des dollars, en fait, des données qui proviennent du contexte exposé dans le générateur. Et puis après des structures de contrôle avec des for each, des itérations, des sets, des if, etc. On peut y mettre aussi des commentaires, et tout ce que vous voyez avec les dollars, ça fait référence aux variables et aux objets qui sont définis donc, dans le noyau de Telo6 et qui viennent du modèle et de la configuration. Donc avec ça, vous faites ce que vous voulez et vous l'adaptez en fonction des particularités du projet. Et ça peut générer, là on est sur un cas Java, ça peut générer absolument tout, du Python, du Go, des scripts, etc. Et si vous êtes coincé, vous pouvez aussi créer des classes Java spécifiques qui vont venir enrichir les capacités du templating. Alors tout ça est organisé en bundle, c'est-à-dire qu'un bundle c'est quoi? C'est un paquet de templates, et en général, chaque bundle cible une partie de l'application, par exemple les tests unitaires, la couche de persistance, le SQL, les scripts Postman, etc. Alors, on va commencer par une première illustration. Donc, c'est la première question qui se pose. Effectivement, comme on l'a vu, on a pas mal de modules Maven, en général entre 6 et 8, dans lesquels on retrouve les principales parties de notre architecture hexagonale DDD, c'est-à-dire l'infra, l'application, puis le domaine au milieu. Et le développeur, s'il démarre from scratch, ça va être compliqué. Donc, on s'est dit déjà, on va y aller par étapes. Comment est-ce qu'on peut, en fait, déjà initialiser un projet à partir de rien? Donc, là, l'exemple que j'ai pris techniquement pour démontrer en fait, qu'on était indépendant de l'environnement, c'est que toute la partie Telo6, je la gère avec un simple éditeur de texte, avec un Notepad++. Donc là, on voit les modèles, là, on voit les templates, etc. Et là, j'ai un premier bundle de templates qui sert à initialiser en fait, le projet Maven. Donc pour ça, j'ai pris la version, alors il y a des versions avec des plugins Eclipse, etc. J'ai pris la version ligne de commande pour être indépendant de tout environnement technique particulier. Donc là, je suis sur ma ligne de commande. Si je liste mes bundles, j'ai retrouvé donc, les différents bundles qu'on a vus sur la gauche. Je vais sélectionner donc, mon bundle Maven, dans lequel j'ai un certain nombre de templates qui vont me générer un fichier README, parce que ça peut être pratique déjà de démarrer avec un fichier README, ça va déjà permettre aux développeurs de penser qu'il faut l'enrichir par la suite, des POM XML, l'application de démarrage de Spring Boot, etc. Donc pour générer, je vais lui demander de générer l'intégralité des templates ici. Je valide, et là il vient de me créer 16 fichiers. Donc si je passe ici dans IntelliJ, je vais aller ouvrir, donc je suis parti dans un répertoire vide sur lequel j'avais absolument rien. J'allais maintenant ouvrir le projet en question. Donc je suis rendu, je crois, au projet, je ne sais plus si c'est 17 ou 18, j'ai dû mettre 18. Voilà. Je suis rendu au projet 18, dans lequel j'ai un projet qui s'appelle Orders. On verra pourquoi, c'est par rapport au modèle, c'est qu'on a pris un exemple qui est basé sur des objets qui sont évidemment pas ceux du vrai projet, mais des objets d'exemple qui sont des commandes. Donc IntelliJ est en train de découvrir ce qu'on vient de générer. On retrouve bien ici donc, notre organisation avec la racine du projet, le POM parent, tous les modules ici qui sont pour l'instant plutôt vides. Des fichiers particuliers qu'on utilise nous, par exemple code climate pour la partie contrôle de code source, le git ignore, c'est toujours pratique, un GitLab CI pour s'intégrer dans la CI, le README, etc. Et puis on a juste pour l'instant en source uniquement l'application Spring Boot. Okay. Bon, alors ça c'est un début.
mais ça ne va pas nous suffire. Donc la deuxième étape, ça va être de travailler sur le modèle, au sens modèle métier. Et après, on va servir de ce modèle pour générer la partie donc domaine de notre DDD. Donc, voici le modèle d'exemple pour cette démonstration. Donc, c'est un modèle classique de passage de commandes par des clients sur des produits au sein d'un catalogue. Donc, vous voyez qu'il y a des classes qui sont stéréotypées par aggregate root. Donc, c'est les agrégats racines au sens domain-driven design, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les termes. Et c'est finalement, c'est les classes d'entrée de la grappe d'objets qu'elle représente, qui permettent de définir la frontière entre l'extérieur et l'intérieur de la grappe. Et c'est les seuls objets qui exposent des méthodes publiques de comportement ou de manipulation de la grappe sous-jacente. Donc ces objets-là, la plupart ont des identifiants et des clés simples, sauf le catalogue qui présente une clé composée. Voilà, c'est quelque chose qu'on a rajouté un peu artificiellement pour la démo, pour représenter un cas de figure qu'on a rencontré au sein du projet qui nous a posé quelques soucis. Voilà, et du coup, Laurent va vous montrer comment, à partir de ce modèle, va générer la couche de domaine. Absolument. Donc ce modèle, on avait une vision un peu schématique tout à l'heure. Donc comment est-ce qu'on va modéliser ça dans Telo6 ? Alors encore une fois, c'est uniquement des fichiers texte. Un modèle, c'est un répertoire, et dans ce répertoire, on va trouver un certain nombre de fichiers .entity. Chaque fichier .entity est un fichier texte qui est normalisé, qui correspond à une grammaire qui est décrite dans un DSL, donc un Domain Specific Language, qui a été créé spécifiquement, qui va permettre de modéliser très rapidement, en fait, et surtout très simplement, parce que dans le contrat, il y avait aussi, on ne veut pas faire du YAML, quoi. On n'a rien contre YAML, mais très souvent, quand on dit ça commence par il faut faire un modèle UML, ben en général, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, voilà, donc c'est une grammaire qui est extrêmement simple et surtout qui est extensible, là encore pour répondre à différents cas de figure. Alors à l'intérieur d'un fichier entity, on va les voir par la suite. On a évidemment donc le nom de l'entity, donc ici c'est order. Ensuite une liste d'attributs. Chaque attribut donc a son nom, 2 points son type. Alors le type est un type neutre, ça c'est très important parce qu'en fait c'est un générateur qui a vocation à générer tout type de langage. Donc on ne peut pas avoir une adhérence entre le type du langage cible et le modèle. Donc le modèle est basé sur des types neutres. Ensuite on trouve les liens. Donc dans les liens on décrit précisément ce qu'on veut récupérer. Typiquement dans notre grappe d'objets, on a des liens évidemment one-to-one, one-to-many, etc. Et puis, pour customiser un peu tout ça, on a tout un jeu d'annotations. Les annotations, c'est ce qui commence par @ quelque chose. Certaines sont unaires, c'est-à-dire que leur simple présence permet de porter une indication. Par exemple, aggregate root, ici, ça veut dire que je suis bien sur la racine d'un agrégat en termes de DDD. Si elle n'est pas là, ce n'est pas le cas. Et puis d'autres annotations portent de l'information. Par exemple, le dbtable, ça veut dire cette entité qui s'appelle order et va être mappée sur une table qui va être t_order. Parce que c'est pareil, il y a des tas de générateurs qui vous déclinent implicitement la persistance en fonction de votre modèle. Sur un grand projet, vous avez les DBA qui sont là, puis le DBA, lui, à tous les coups, ça ne va pas lui correspondre. Il va dire non, moi, c'est pas comme ça que je fonctionne, j'ai des règles, etc. Donc, il faut être capable de tout customiser. Bon, de la même façon, on va trouver des éléments pour faire la partie UI avec les labels pour une IHM éventuellement, tous les contrôles de surface, les identifiants de clés primaires avec le @id et les clés étrangères. Et donc, avec cette cinquantaine d'annotations, on couvre la plupart des cas, mais on ne peut pas tout couvrir. Il y a toujours des projets dans lesquels on va avoir des particularités. Donc, il y a la notion de tag qui est très importante. C'est-à-dire qu'un tag, c'est vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez dièse, mon tag à moi, et éventuellement une valeur derrière les parenthèses. Et comme ça, votre modèle devient extensible. Donc ça, on va voir ce que ça donne immédiatement. Donc si je reprends les exemples qui sont là, donc j'ai mon catalogue ici avec sa clé composite, des catégories, etc. Donc je reviens ici dans mon générateur. Je suis bien sur le modèle orders. Dans mes bundles, j'ai un bundle plant.uml, donc je vais le prendre. Je vais générer l'intégralité. -is pour ne plus avoir de questions. Il a généré un seul fichier qui apparaît ici. Donc là, on est plutôt sur de la transformation de modèle, c'est-à-dire que je suis parti d'un modèle Telo6.
Là, j'ai récupéré maintenant un modèle Plant-UML. Et du coup, j'ai une représentation graphique du modèle. Ça peut toujours être pratique pour aller dans les phases de conception, discuter éventuellement avec le métier. Bon, ça c'est un premier élément. Maintenant, ce qui va surtout nous intéresser, c'est de générer la partie domaine de notre application. Donc tout à l'heure, on avait fait la partie ici juste démarrage du microservice. On va s'intéresser à la partie domaine. Donc là, on est vraiment au cœur de l'architecture hexagonale ou de l'architecture en oignon, selon les termes. Donc, parmi mes bundles, j'en ai un qui s'appelle domaine. Je vais le sélectionner. Si je liste mes templates, là j'ai un petit peu plus de choses, avec notamment des aggregate routes. On a mis dans Common, c'est-à-dire que ce qu'on a dans notre petit framework maison, c'est-à-dire qui sont plutôt des classes déclaratives, je l'ai ramené ici dans les modules Common pour qu'on les ait immédiatement sous les yeux sans se tirer des dépendances supplémentaires. Et donc là, je vais encore régénérer mon domaine. Donc cette fois-ci, il a généré 28 fichiers. Si je vais voir ce qui se passe maintenant dans Orders Domain ici, alors, le temps qu'IntelliJ réagisse, ça va un peu trop vite pour lui parce que ça produit plus de code qu'un développeur normal. Donc là, j'ai ce qui serait notre framework en temps normal, c'est-à-dire une déclaration d'aggregate route qui étend une entité, etc. Et puis surtout, notre modèle. Donc dans le modèle, on va retrouver ici nos entités, par exemple customer, qui étend... Alors là, ce qu'on a fait, c'est que chaque entité hérite d'une entité parent. Dans l'entité parent, il y a les attributs, on peut les voir ici, qui sont privés, avec un constructeur qui est de niveau package, c'est-à-dire qu'on ne pourra construire à travers une factory cette entité qu'à l'intérieur du domaine. Le domaine, il est vraiment dans sa sphère privée. Tout ce qui se passe dans le domaine reste dans le domaine et personne ne voit quoi que ce soit à l'extérieur, à part ce qui est exposé avec des getters. Et donc, la partie parente, normalement, c'est quelque chose qui va être non customisable. Et la classe dérivée sera customisable par le développeur. Ce qui pourrait permettre éventuellement de régénérer la classe parent si nécessaire. Dans le cas d'un catalogue qui a une clé composite, on a généré automatiquement ici la clé composite du catalogue, avec ces deux attributs, les méthodes equals, les méthodes hashcode, etc., pour avoir tout ce qu'il faut sous la main. Par la suite, on a des repositories. Alors le repository, c'est uniquement une interface, c'est-à-dire qu'on est bien sur la partie droite de l'architecture hexagonale où ça définit un port, et c'est là où va se jouer l'inversion de dépendance, et on va aller ensuite après proposer différentes interfaces, ce qui nous a bien servi quand on est passé de Spring Data, JDBC, à JPA, puis finalement à MyBatis. Et puis si on veut des services de niveau domaine, on va les mettre à cet endroit-là. Donc voilà pour le domaine. Donc ensuite, donc on va générer la couche infrastructure, mais avant ça, un peu de schéma. Donc Laurent l'a dit, la couche de domaine expose des repositories sous format interface, donc qui explicite comment récupérer des données ou les sauvegarder. Et leur implémentation correspondante va se trouver dans la couche infrastructure, qui, elle, va y mettre une implémentation bien précise. Donc, au départ, nous, on était parti sur du Spring Data JDBC pour la couche d'accès aux données relationnelles sur Postgres, jusqu'au jour où, pour des raisons de performance, on a eu besoin d'insérer une clé composée sur pratiquement tous nos agrégats racines, mais toutes nos tables. Malheureusement, Spring Data JDBC ne gère pas les clés composites. Donc, il a fallu trouver une alternative. Donc, naturellement, on s'est retourné vers JPA, vers une implémentation JPA, Hibernate, qui n'était pas notre choix de départ parce qu'on le trouvait trop intrusif en termes d'annotation et de configuration dans notre modèle de domaine, d'une part, et d'autre part, c'est généralement des frameworks qui sont mal maîtrisés par les équipes de développement et on ne voulait pas en arriver là. De toute façon, on a quand même essayé, puisque c'était quand même une alternative concrète, mais notre modèle était tellement compliqué qu'on n'a pas réussi à le faire fonctionner avec du JPA, donc on a encore une fois changé notre fusil d'épaule et on s'est retourné vers des choses un peu plus, qui n'est pas un ORM, mais qui sont un peu plus bas niveau.
donc vers MyBatis, qui du coup a l'avantage de nous donner les clés sur les requêtes exactes, et donc de pouvoir faire des requêtes avec des clés composées comme on le souhaitait, et de ne pas être intrusif sur le modèle, puisque dans le modèle, comme c'est pas un ORM, il n'y a absolument pas besoin de déclarer d'annotation ou quoi que ce soit. Voilà. Bon, après, le désavantage de MyBatis, c'est qu'il y a beaucoup de code à écrire, et les requêtes ne sont pas générées automatiquement par le framework, c'est à nous de les écrire. Et donc, Laurent va vous montrer comment on génère cette couche. Yes. Donc, pour l'instant, on a coché 2 cases. Là, on a fait donc le microservice, le domaine, et maintenant, on a potentiellement 3 couches d'infrastructure. Hein. On fait du search dans Elastic. On fait aussi de l'asynchrone avec de la MQP et du RabbitMQ. Et puis, évidemment, on persiste aussi dans une base relationnelle de façon traditionnelle. Donc, c'est celle qu'on va vous montrer. Bon, vous commencez à comprendre le principe, j'imagine. Si je liste mes bundles, je les ai numérotés pour les savoir dans l'ordre. Maintenant, j'en ai un qui s'appelle infra MyBatis. Donc, je vais prendre MyBatis. J'ai aussi donc une liste de templates où là, on va générer donc des repositories et ce qu'on appelle des SQL mappers. Le SQL mapper, c'est un terme MyBatis, c'est lui qui va faire en gros le mapping entre le schéma relationnel et le modèle objet. Donc, je régénère tout. Et cette fois-ci, j'ai des choses d'arriver normalement dans ma couche d'infrastructure, de persistance SQL avec MyBatis. Effectivement. Donc, on a un mapper générique qui est normalement dans notre framework, hein, qui est une interface, qui décrit en fait tout ce qu'on fait classiquement, donc toutes les opérations de base, un find by ID qui prend donc un ID en entrée qui renvoie le type, puisque c'est une classe ici générique, une recherche qui renvoie une liste avec pagination, numéro de page, offset, etc., avec un tri à la demande, un count, un insert, un update, un delete, enfin du CRUD quoi finalement. Et puis un repository qui, lui, va travailler uniquement sur les aggregate routes, puisque donc en DDD, c'est l'agrégat dans sa globalité qui est manipulé, qui est persisté, et qui est également donc, une classe abstraite qui va dire j'ai besoin du SQL mapper pour travailler. Et cette classe, surtout, implémente ici l'aggregate route repository standard. On va donc trouver ici nos mappers. Donc on ne les a pas tous, on n'en a que pour les agrégats. Donc dans notre schéma, on avait 4 aggregate routes. Donc on va retrouver ici 4, catalogue, customer, etc. Et puis on va trouver donc dans le mapper, alors comme disait Aurélien, effectivement en MyBatis, il faut écrire les requêtes SQL. Là on est capable de générer les requêtes SQL de base en faisant les select, etc., etc. Ce qui va permettre aux développeurs de gagner énormément de temps. Et puis le repository, qui va lui travailler avec le mapper qui va lui être injecté ici, qui va rendre le SQL mapper à la classe qui en a besoin, et qui proposera de faire des gestions de relations si besoin. Et le développeur, généralement, sera amené aussi à enrichir ces repositories, parce qu'il n'y aura pas forcément tout dedans. Et donc s'il a besoin de faire des find by quelque chose de particulier, etc., c'est à cet endroit-là qu'il va venir les poser. Voilà, et donc maintenant on dispose de la couche de persistance. Alors c'est bien beau la couche de persistance, mais il va falloir aussi initialiser la base de données. Donc on aimerait bien avoir des scripts SQL ou du Liquibase. Dans notre cas, on a choisi Liquibase. Donc là, dans le cas présent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer les deux. Donc dans ma liste de bundles, j'en ai un qui s'appelle Liquibase. Je vais générer. Et ici, je vais retrouver donc 2 choses. D'une part, ici, un répertoire SQL dans lequel on a généré les scripts standards, des create table assez basiques. Donc à chaque fois, on crée la table, on crée les foreign keys. Pour chaque foreign key, on crée un index. Et puis, on a le drop table pour faire machine arrière si nécessaire. Et dans MyBatis, on a maintenant, dans main resources ici, le changelog de Liquibase. Donc ce changelog, en fait, il enchaîne des fichiers qui sont des fichiers SQL qui sont les différents change sets des différentes évolutions. Et on commence par le premier qui est numéroté avec 001, dans lequel on retrouve la même chose, mais cette fois-ci au format Liquibase.
avec tous nos create tables, et puis à la fin, la possibilité de faire des rollbacks avec tous les drop tables cascades pour faire machine arrière, là encore, mais cette fois-ci avec Liquibase. Alors ça, c'est important parce que c'est là où, quand les DBA vont intervenir en disant bah, « moi, je veux que ça soit créé dans tel table space avec telle norme, etc. », on va pouvoir le faire. Ce n'est pas une bête couche de persistance qui imposerait des noms de table ou des noms de colonnes. Donc on va pouvoir complètement adapter le modèle pour générer, là encore, exactement ce qu'on veut et obtenir donc la base de données qui correspond au contexte de ce projet-là. Je te laisse la partie. Ok, donc la dernière couche qui nous reste à vous présenter, c'est la couche d'application. Donc on a deux couloirs, hein. On va vous faire l'exemple sur la partie gauche, donc la partie exposition REST HTTP. Mais le principe restera le même pour la partie notification événement. Donc notre couche application elle a pour responsabilité d'exposer des services au format HTTP, REST, et d'orchestrer les appels aux couches sous-jacentes, notamment le domaine. Pour ça, elle a besoin donc de contrôleurs REST, de services qui vont faire l'orchestration, et de factory et de mapper. Alors, nous, on a opté pour le pattern factory pour faire la traduction du modèle d'exposition, donc le modèle qui est manipulé par les contrôleurs et qui est exposé, vers le modèle de domaine, donc en agrégat. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va générer, que Laurent va vous montrer. Et on a également des mappers qui sont des mappers mapstruct, donc des interfaces, qui vont nous servir à faire la traduction dans le sens inverse, donc du modèle de domaine vers le modèle d'exposition, qui sont des DTO. Voilà, donc on va bientôt cocher toutes les cases. Là, il nous reste maintenant à faire la partie donc, REST. Alors là, on a deux modules au sens Maven. Donc on a un module pour les DTO et un module pour la partie REST application. Parce que le DTO est transverse. En fait, le DTO, c'est vraiment la partie qui va être à cheval, pour ainsi dire, entre le domaine et la couche REST applicative. Donc, dans mes bundles, j'ai un REST DTO ici. Je vais le sélectionner. Je vais tout générer. Ce que je vais faire, je vais tout faire en une fois parce que le temps passe vite. J'ai un autre bundle qui s'appelle REST app. Donc, je vais le prendre. REST app. Ah, oui, effectivement, c'est REST app. Voilà. Et je génère. Alors, IntelliJ a peut-être découvert que ça avait bougé. Donc cette fois-ci, on passe sur la partie application. Alors là, alors les DTO déjà, dans un premier temps. Donc les DTO, ils sont spécifiques au couloir REST. Si on faisait de la MQP ou si on avait un autre point d'entrée avec un autre protocole ou un autre besoin, on aurait sans doute d'autres DTO modélisés autrement. Donc là, on a donc un DTO pour le catalogue. Donc cette fois-ci, ce sont vraiment des data transfer objects sans aucune valeur ajoutée, des getters, des setters, etc. Donc pas grand-chose à dire. Simplement, avec le DTO est venu, ah oui, ça je ne voulais pas montrer, ici la factory. Parce qu'en fait, la factory qui va servir à fabriquer nos objets de la couche domaine à partir des DTO, elle est forcément directement liée à la nature des DTO en entrée. C'est-à-dire que si on avait une couche à MQP avec des DTO à MQP, on aura une autre factory pour faire des constructions différemment. Donc la factory, elle est ici, dans le domaine. On devrait avoir maintenant des factories. Ah, oui. Donc des factories qui sont dans le modèle ici, et on trouve bien ici une factory pour chacune des aggregate routes. Et la factory prend bien ici en entrée donc un customer DTO et va nous fabriquer donc les objets dont on a besoin. Sur la partie service REST, donc là, on a pris un petit raccourci, c'est-à-dire qu'en gros, on a décidé de mettre dans le même module Maven, parce qu'ils marchent ensemble, à la fois les handlers, donc les REST controllers, et les services applicatifs. Mais on a bien à chaque fois donc, notre API REST ici, donc avec les get, etc. On retrouve bien ici notre clé composite avec les deux éléments dans le pass en fait, de l'API. Et puis ensuite, donc, on a l'implémentation. Donc l'implémentation, c'est là, on va bien retrouver effectivement une implémentation qui est basée sur JAX-RS, puisqu'on a fait le choix de travailler avec JAX-RS et
et de ne pas utiliser en fait les annotations de Spring MVC classique. Et ces contrôleurs vont appeler donc les services applicatifs, qui eux-mêmes sont des interfaces. Donc le contrôleur ne voit que l'interface du service applicatif, qui lui ensuite est implémenté donc toujours dans le package ici IMPL. Donc, le temps passe vite, donc on va accélérer. Après, oui, alors on s'était posé la question, je ne sais plus. En fait, Aurélien disait au début, en fait, on veut faire du contract first. On ne veut pas travailler à partir du code. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé à partir du code. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire ça? En fait, il y a un moyen simple. Quand un générateur est capable de faire de la transformation de modèle, là, on va prendre en fait le modèle TLO6, on va appliquer des templates qui vont transformer ce modèle en modèle YAML OpenAPI, et après, du coup, on va avoir notre contrat OpenAPI qui va nous permettre de régénérer en fait, le code Java nécessaire, et on va passer du code first au contract first avec juste un coup de génération. Je vois qu'il nous reste 9 minutes. Donc, pour conclure, il y a déjà tout ce qu'on n'a pas pu vous montrer, faute de temps, notamment comment on a adapté tous nos templates pour coller à notre framework, qui encore une fois est un framework vraiment minimaliste, hein, mais qui est déclaratif et dont on avait besoin. La génération des tests unitaires, ça c'est important parce qu'effectivement, il y avait hier une très bonne conf sur les tests unitaires, et ça prend du temps de faire des tests unitaires, donc là on peut les générer. On peut aussi générer des tests d'intégration, du Postman, du SOAP UI, on pourra même potentiellement générer des scripts de Gatling. On a des batchs aussi, qui sont codés en Spring Batch, qu'on a bootstrappés de la même façon. Et puis, on pourrait potentiellement, on va probablement le faire, bootstrapper nos IHM. Alors les IHM, c'est uniquement la partie crude, puisque évidemment, le générateur ne peut prendre en charge que les tâches répétitives, ce qui est déjà beaucoup. Tout ce qui est un petit peu pénible à faire, on le laisse au générateur. Les développeurs vont se concentrer sur la partie qui a de la valeur. Donc les gains. Alors, le premier gain qui va venir tout de suite à l'esprit, évidemment, et qui fera plaisir aux managers de projet, c'est le gain de productivité. Alors ça, c'est évident. Là, en 20 minutes, en fait, on a généré un peu plus d'une centaine de fichiers Java, quelques dizaines de fichiers XML, etc. Donc oui, ça va vite, oui, ça réduit les délais. C'est important, mais ce n'est pas forcément le point majeur. Il faut aussi tenir compte des avantages en termes de simplification. C'est-à-dire que le développeur, il va aller droit au but. On va lui masquer une partie de certaines couches répétitives qui viendront quasiment transparentes pour lui. Autre point fondamental, c'est la standardisation. Si vous avez des règles de développement, des conventions, etc., en fait, si vous mettez tout ça dans vos templates, ce que vous allez obtenir, ça va directement coller et répondre à vos règles. Donc ça va permettre d'améliorer la qualité, donc de respecter toutes les bonnes pratiques, clean code, craftsmanship, etc. Alors la question après, c'est jusqu'où aller. La génération de code, c'est bien. Il y a même un moment où les développeurs posent la question, mais alors ça, on ne le génère pas? Ben non, on ne peut pas tout générer. Il y a un moment, il faut que les développeurs fassent son boulot de développeur. Et le gain, il est directement lié au rapport entre le temps que vous allez investir pour fabriquer des templates et le temps que vous allez gagner en utilisant les templates. Et il y a un moment, on arrive à un ratio où on va passer trop de temps sur des templates, on va faire des templates pour des choses qui ne sont pas représentatives ou qui sont trop anecdotiques, quoi. Donc là, il faut s'arrêter. Sauf si vous avez énormément de temps, vous voulez capitaliser sur des templates que vous allez réutiliser pendant 5 ans parce que vous avez une stack extrêmement stable. Donc il y a un équilibre à trouver, mais très vite, vous verrez dans tous les projets, on trouve très facilement des quick wins, c'est-à-dire la partie où avec des templates très simples, avec très peu d'investissement, on va gagner énormément. Puis après, la courbe va évidemment s'atténuer. Alors, pour choisir un générateur de code, il y a plusieurs choses à garder à l'esprit si vous voulez faire du bootstrapping dans ce mode-là. La première chose, c'est de prendre des outils qui soient simples et légers. C'est-à-dire que ça, les gros générateurs de code d'il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années qui sont compliqués à installer, qui sont lourds, etc., si c'est un choix stratégique, c'est un choix stratégique, quoi. Là, on est sur une optique vraiment tactique. C'est l'outil, on le prend, on l'installe, on s'en sert et ensuite on s'en débarrasse. C'est-à-dire qu'il y a un côté jetable dans l'outil. Qui vous aide à démarrer. Et après, à partir du moment où l'outil n'a laissé aucune empreinte, aucune trace, où le code est vraiment autonome, vous pouvez arrêter de l'utiliser quand vous voulez.
ça, c'est extrêmement important. Donc prise en main rapide, indépendance de l'IDE, c'est-à-dire que nous, on a 50% de nos développeurs qui bossent avec Eclipse, 50% grosso modo qui sont avec IntelliJ. On pourrait prendre autre chose, peu importe, on est totalement indépendant de l'IDE. Bon, open source et libre, c'est mieux, si c'est possible. Et puis surtout que l'outil soit adaptable et flexible. Alors par adaptable et flexible, on entend capacité à générer tout type de code. C'est-à-dire que si demain vous voulez générer des scripts de test avec un nouvel outil qui vient d'arriver, à partir du moment où c'est adaptable, vous pourrez le faire. Tout type de code, tout type de framework, etc. Autre point fondamental, c'est vous qui décidez. En gros, vous décidez de ce que vous voulez faire avec votre projet, et l'outil s'adapte à vos choix, et surtout pas le contraire. Donc nous, dans notre exemple, on a choisi MyBatis, c'est un petit peu plus original que du JPA classique. On a choisi JAX-RS, l'outil s'adapte, c'est comme ça, c'est nous qui décidons. Ensuite, si vous avez un framework un petit peu maison avec des particularités, ou si vous voulez faire de l'orienté aspect, ou si avec un petit peu d'aspect dans Spring, ça peut être pratique. Et puis, respect de vos conventions et de vos standards. Autre point, la flexibilité. Flexibilité au niveau du modèle, on l'a vu avec les annotations, les tags, etc. Donc le modèle doit pouvoir être enrichi. Les templates facilement modifiables et adaptables. Il y a certains générateurs de code, si vous voulez modifier les templates, la première question qu'on se pose, c'est où sont les templates, comment est-ce qu'on y accède, c'est pas forcément évident. Une fois qu'on les a trouvés, on regarde et on ne comprend pas ce qui se passe dedans. Donc, template facile à customiser. Et possibilité de gérer aussi des clés primaires composites, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de générateurs qui ont fait des choix, qui sont des options de facilité, où on dit, moi je génère, mais je génère un identifiant qui est monocolonne auto-incrémenté. C'est sûr, c'est facile. C'est facile, mais nous, dans notre cas présent, à un moment donné, on avait tellement de volume. On avait fait ce choix-là aussi. On s'était dit, on va travailler avec des clés simples. Mais on nous a dit, il faut partitionner les tables. Et pour partitionner les tables, il faut que la clé de sharding soit dans la clé primaire. Donc, de facto, on se retrouve avec une clé primaire composite. Voilà, c'est comme ça. On a aussi un legacy qui est important. Dans le legacy, on a des référentiels. Dans les référentiels, il y a des clés composites parce que ça a été conçu il y a 15 ans. Il faut faire avec, quoi. Et les clés composites, on ne peut pas forcément faire sans. Il y a plein de cas où on ne peut pas faire sans. Et donc, si vous associez le DDD plus du bootstrapping efficace, on se rapproche de ce qu'on pourrait appeler en fait du DDD on Rails, et ça peut vous faciliter grandement la vie. Voilà, merci de votre attention. Il nous reste 2 minutes 30. Merci. Si vous avez des questions, on peut tenter d'y répondre rapidement. Si vous voulez suivre aussi, je mets ça. Oui. Vous avez parlé de DSL. Qu'est-ce que vous avez comme... Est-ce qu'il y a une instrumentation pour les manipuler, pour analyser la syntaxe, etc. Oui, alors en fait, Pardon, oui. Donc la question, c'est sur le DSL utilisé par Telosys. En gros, donc c'est effectivement un domain specific language. Donc ce DSL, d'une part, le parseur est un parseur spécifique en fait, qui a été créé spécialement pour ça. Et il y a dans le, je vais vous le montrer même très rapidement. Il y a une instruction ici qui s'appelle CM, qui veut dire check model. Il me dit le modèle est OK. Il y a 8 entités, les entités sont cohérentes entre elles. C'est-à-dire qu'en gros, déjà quand on est dans Eclipse, il y a tout ce qu'il faut pour modéliser avec la coloration syntaxique, la complétion, etc. Mais là, même en mode texte pur, avec un éditeur comme ça, il va vérifier que la foreign key, par exemple, fait référence à une entité qui existe bien, que tous les types sont corrects, etc. Donc il y a vraiment un contrôle de cohérence du modèle, oui, qui est prêt. Oui. Oui. J'ai une question. Comment vous faites quand votre modèle, quand vous voulez faire évoluer votre modèle, notamment si vous avez rajouté du code dedans sur des classes générales? Alors, on ne rajoute pas du code dans le modèle. Il faut bien comprendre, le modèle, ce sont vos objets métiers. Ça, on ne le customise qu'à travers donc, les annotations et les tags. C'est tout. Là où on peut rajouter des classes Java particulières, c'est dans les templates. Parce qu'un template, c'est du code, quelque part. C'est dynamique. Donc il n'y a pas de classe Java dans les modèles d'entités qui définissent la partie conceptuelle en fait, de ce qu'on gère. Oui. Est-ce que les objets que vous manipulez, les domaines, sont des objets anémiques ou pas? Alors, les objets, quand on crée les premiers objets...
Pardon, est-ce que les objets du domaine sont des objets anémiques? Est-ce qu'on a affaire à un anémique modèle, comme dirait Martin Fowler? En fait, quand ils sont générés, oui, parce qu'on ne peut pas y mettre de comportement. En fait, c'est le développeur après. Le modèle va passer d'un modèle anémique à un modèle dynamique, à un modèle actif, quand le développeur va rajouter la logique métier dans les méthodes des différents agrégats du domaine, en fait. Voilà, sinon, vous pouvez nous rejoindre sur le stand Capgemini. Si vous voulez des stickers, il y en a là. Stand 18. N'hésitez pas. Merci.